Chapitre 15. Un soir de janvier de l'année 1944, M. Gosselin se rendit au chevet de Gaby à l'hôpital. Anna était en train de lui donner à manger. Bonne nouvelle s'exclama-t-il, les yeux brillants. Ils allaient sans doute être transférés prochainement, ensemble. Et depuis quand est-ce une bonne nouvelle rétorqua Anna avec insolence. Elle se demanda si elle ne devenait pas aussi effrontée qu'Anne Frank autrefois. M. Gosselin expliqua qu'il ferait partie d'un convoi à destination du camp de Bergen-Belsen en Allemagne. D'après la rumeur, c'était un camp d'échange de prisonniers, pas un camp de travail. Grâce à leur inscription sur la liste Palestine encore valable et à leur passeport paraguayen, ils représentaient une certaine valeur pour les nazis. On pouvait les échanger contre des prisonniers de guerre allemands. Ils étaient comme les pions d'une partie d'échecs. Du coup, Anna se sentit pleine d'espoir. Quand devait-il partir ? Bientôt, assura M. Gosselin. Et il avait raison. Le 13 février au soir, le policier du camp appela les noms de Anna et de Gaby. Cette nuit-là, elle prépara son sac à dos. Toutes leurs affaires étaient abîmées, sales ou trop petites. Vêtements d'été imbéciles, songea-t-elle en pliant les robes et les corsages qu'elle avait conservés le plus propre possible avec le peu de savon dont elle disposait. Le matin du 14, elle se retrouva sur le quai en compagnie de son père et de sa grand-mère. M. Gosselin avait récupéré Gaby à l'hôpital de très bonne heure et la tenait dans ses bras. Anna portait le sac à dos. Les oreilles de Gaby étaient encore enveloppées de gros bandages malpropres et raidis de pus. Elle regardait autour d'elle avec de grands yeux. Elle répétait « Papa, Annelie, grand-mère, train, soupe ». Ils étaient nombreux, et les gardes les firent mettre en rang par 5. Au lieu des wagons à bestiaux qu'on utilisait habituellement pour les convois à destination d'Auschwitz, c'étaient des wagons de passagers. Anna reconnut quelques visages. Tous ces gens possédaient un passeport spécial ou figuraient sur des listes particulières. Un SS apposa des tampons rouges sur leurs papiers, puis cria « Schnell, dépêchez-vous !» Ils furent poussés sans ménagement dans le train. M. Gosselin, Anna, Gaby et grand-mère s'entassèrent dans un compartiment déjà plein. Puis les portières claquèrent et furent verrouillées. Pendant 2 jours, les pansements saturés de pus de Gaby empuantirent le compartiment. Le train roulait les stores baissés, et les prisonniers ne voyaient rien du paysage. Ils ignoraient si c'était la nuit ou le jour, mais ils savaient qu'ils partaient vers cet est tant redouté. On ne leur distribua qu'un peu de pain et d'eau. Gaby réclamait tout le temps à manger, mais ils n'avaient rien à lui donner. Le train ne cessait de s'arrêter et de repartir. Il ralentit à plusieurs reprises et s'arrêta enfin pour de bon. La portière fut ouverte, il faisait grand jour. Un haut-parleur leur aboya de prendre leurs affaires et de descendre. « Marchez vite, Schnell, en rang !» Ils obéirent. La première impression de Anna, dès que ses pieds touchèrent le sol, fut d'être au milieu de nulle part. Les SS, formant une haie compacte, tenaient d'une main des bergers allemands et de l'autre des fouets. Ils avaient des pistolets dans leur holster. Les énormes chiens aux yeux jaunes tiraient sur leurs laisses. Anna hésita, effrayée à l'idée de passer si près d'eux. M. Gosselin et grand-mère, connaissant sa peur des chiens, tentèrent de la protéger, mais il lui fut impossible d'éviter les gueules aux babines retroussées quand on la poussa brutalement en avant. Le souffle des molosses montait dans l'air glacé. Les soldats, aidés de leurs chiens, firent évacuer la totalité du train. Les passagers prirent ensuite une route enneigée, traversèrent un champ également couvert de neige et passèrent devant des saules aux branches dénudées. La faim faisait tourner la tête de Anna. M. Gosselin, affaibli lui aussi, avait bien du mal à ne pas se laisser distancer. Le champ était clôturé par d'énormes rouleaux de fil de fer barbelés. La terre nue s'étendait à perte de vue. Au loin se dressaient des miradors, des baraquements, et puis encore des barbelés. C'était Bergen-Belsen, dans le Länder de Lüneburg, en Allemagne. On leur ordonna de s'arrêter. Anna et Gaby, regroupées avec les mères et les enfants, furent entassées dans un camion. La panique submergea Anna lorsque le véhicule dépassa son père et sa grand-mère dans la file interminable d'hommes et de femmes qui se remettaient en marche. Ils longèrent une série de camps plus petits, à l'intérieur du grand, jusqu'à ce que le véhicule pénétrât dans une nouvelle enceinte, appelée Albala-Lager. Il s'arrêta. « Descendez ! Alignez-vous !» On compta les prisonniers, puis on les recompta.
Où avait-on emmené son père et sa grand-mère? Anna posa cette question à une femme qui dirigeait leur groupe, mais qui semblait être juive. On va les épouiller avant de les mettre en quarantaine. Ne t'inquiète pas, tu les verras après. La femme expliqua à Anna qu'Albalalager était un camp privilégié, qu'on ne lui prendrait pas ses vêtements, qu'on ne lui raserait pas la tête, que sa famille ne serait pas loin, qu'on ne leur tatouerait pas de numéro sur le bras. Oui, Anna avait de la chance. Avec une grimace éloquente, elle désigna les autres camps, derrière leur clôture de barbelés, et leva les yeux au ciel.